Maître Philippe Koskas, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin sur Studio Kalita pour nous aider à commenter et à comprendre ce projet de loi qui est initié actuellement par le ministre israélien de la Défense et même par une partie du gouvernement. Un projet de loi visant à instaurer la peine de mort pour des actes terroristes particulièrement abjects. C'est un projet de loi qui est loin de faire l'unanimité puisque même le conseiller juridique du gouvernement a déclaré qu'il ne s'inscrivait pas dans la loi, on va dire dans le courant normal des démocraties occidentales aujourd'hui, puisque Avichai Mandelblit l'a souligné, bien ni en Europe aujourd'hui, ni même aux États-Unis où la tendance est à la baisse, à réduire donc les pays qui permettent la peine de mort, et bien cette sanction n'est utilisée. Alors, la première question que je vous pose, est-ce que finalement, et il me semble qu'il y a dans certains contextes, en particulier dans le cadre militaire, une possibilité de condamner des terroristes à une peine de mort. Est-ce que ça existe effectivement? Comment on explique ce projet de loi? Alors, d'abord, vous avez raison. La loi sur la peine de mort, en fait, en Israël a été annulée depuis 1954. Donc c'est j'allais dire, une des premières démocraties. Israël est une des premières démocraties à avoir annulé la peine de mort. Mmh. Mais il existe en effet des cas qui n'ont jamais d'ailleurs été appliqués, puisque depuis la création d'Israël, il y a 2 personnes qui ont été mises à mort, c'est-à-dire Adolf Eichmann et en 1948 un officier de Tzahal qui avait été condamné à mort. Mais il faut savoir que même si elle existe dans certains cas, qui sont des cas de haute trahison, d'incitation à la guerre, ces peines de mort qui ont été d'ailleurs prononcées par les tribunaux militaires n'ont jamais été appliquées. Donc si vous voulez, la peine de mort en Israël à ce stade-là est une lettre morte. Elle n'est jamais appliquée. Alors dans le cadre de ce projet, en effet, vous l'avez bien souligné, il y a eu d'ailleurs une tentative l'année dernière, ce n'est pas que le projet de Victor Lieberman, le ministre de la Défense, il y avait également un projet de l'année dernière avec Ayelet Shaked, la ministre de la Justice, visant à réinstaurer en fait dans certains cas, on parle de terrorisme qui ont porté atteinte aux enfants, de réinstaurer la peine de mort, et ce projet également a été évincé, j'allais dire par le système juridique. Il faut voir qu'une des raisons d'ailleurs qui mène Avichai Mandelblit, qui est le conseil juridique du gouvernement, à ne pas recommander cette peine de mort pour les terroristes, et surtout sa non-efficacité. C'est ça. Là-dessus, aujourd'hui, Israël se comporte, Israël se comporte de manière assez draconienne avec les terroristes, puisque déjà depuis plusieurs années, on assiste à la destruction des maisons des terroristes, qui comprend d'ailleurs même de leurs familles, donc qui n'ont pas forcément participé aux attentats. Il faut savoir également que ces terroristes, en général, lorsqu'ils savent qu'ils vont commettre un crime, dans beaucoup de cas, je sais pas, j'ai pas fait une statistique, mais dans la majorité des cas, il meurt à cette action. Donc si vous voulez, la peine de mort dans des cas comme ça n'est pas forcément dissuasive, et c'est ce qui amène en fait la distinction entre la différence entre les positions d'Avichai Mandelblit et la position de Victor Lieberman. Alors, l'argumentaire d'Avichai Mandelblit, c'est aussi de dire en Europe, il n'y a plus de pays qui d'une certaine manière, décrètent la peine de mort. Aux États-Unis, il y a encore quelques États, mais il y en a de moins en moins. Ce serait à s'inscrire à contre-courant de fauter une telle loi. Oui, en effet, parmi les pays dits développés, les pays OCDE, le seul pays qui accepte la peine de mort, c'est les États-Unis, et vous l'avez évoqué, et encore pas dans tous les États, mais dans la majorité des États, ça a été abrogé, et c'est peut-être pas forcément pour rien, c'est-à-dire le problème, c'est pas forcément de copier ce que les autres ont fait, c'est de voir est-ce que la mesure est efficace ou non. Alors, la mesure, elle est peut-être pas efficace pour le terroriste lui-même, mais peut-être est-ce qu'elle ne peut pas créer un autre climat on va dire dans l'entourage du terrorisme, dans sa famille, dans le peuple palestinien, puisqu'il s'agit souvent de terroristes palestiniens.
Écoutez, je ne sais pas. Les statistiques ont prouvé que non, puisqu'à l'époque, c'était les grands débats de la peine de mort. Je vous parle même pas en Israël, parce que, mais même lorsqu'elle a été abolie en France dans les années 70, on prouve que la peine de mort n'est pas effective, parce qu'en général, une personne qui vient commettre un crime, et évidemment un attentat, n'a pas l'impression qu'elle va se faire attraper, ou même si elle se fait attraper, de toute façon, pour lui, et c'est ce qui est le cas d'ailleurs, on le voit très bien, les terroristes palestiniens qui viennent se faire exploser, ils savent très bien que dans la majorité des cas, il y a des soldats en Israël qui sont armés, il y a des citoyens qui sont armés, on voit que dans beaucoup de cas, ces propres terroristes sont ma foi abattus lors de leur propre attentat. Donc ce qui veut dire que il y a pas la mort de ce propre terroriste n'est pas forcément dissuasive. Alors, Évidemment, alors si dans ça avait le... été dissuasif, alors ça aurait été autre chose. Alors, dans le cas, ce projet de loi, il est intéressant, mais il nous donne le sentiment de s'inscrire dans ce fameux bras de fer permanent qui existe entre la Knesset, on va dire l'exécutif, et le pouvoir législatif, et de l'autre côté le pouvoir juridique, la Cour suprême. Parce que ne serait-ce que cette semaine, ne serait-ce que ces derniers jours, on a beaucoup parlé, par exemple, de cette recommandation, de ces décrets de la Cour suprême sur la rétention des corps des terroristes qui interdisait au gouvernement de conserver, au ministère de la Défense, de conserver les corps des terroristes plus de 6 mois. Là aussi, une décision qui a véritablement, qui a aussi provoqué certains remous. Alors là aussi, est-ce qu'on s'inscrit effectivement dans ce bras de fer? Est-ce qu'il y a une volonté, on va dire, de l'échelon politique, de l'échelon gouvernemental, d'essayer d'imposer certaines lois en dépit d'une opposition souvent presque chronique de la Cour suprême? Oui, écoutez, je sais pas, là on parle pas du tout, enfin, c'est vrai ce que vous dites, il y a une tension entre le pouvoir exécutif israélien et certaines instances judiciaires, surtout la Cour suprême en général. Oui. Là, c'est pas la Cour suprême, c'est comme le conseil juridique du gouvernement, qui est quand même une personne qui était relativement proche de Benjamin Netanyahou, c'est son secrétaire. Oui. Donc, si vous voulez, mais je suis d'accord avec vous, il y a vraiment une tension. La décision de la Cour suprême sur et ça, par contre, comment vous interprétez cette décision sur la rétention des corps? On a l'impression que ces juges sont dans leur tour d'ivoire et qu'ils ne comprennent pas, par exemple, le drame des familles d'Oron Shaul et de Dar Goldin qui attendent la restitution des corps et qui sont face à des terroristes, face au Hamas depuis 3 ans. Quel moyen de pression peut-on avoir si on est obligé de restituer les corps des terroristes dans les 6 mois aux familles? Oui, mais ça, je suis un peu d'accord avec vous. C'est pas du tout le même sujet dont on a parlé, parce que on a sujet sur le sujet de la peine de mort. J'ai bien évoqué le fait que la peine de mort, a priori, ne serait pas effective. Or là, en effet, dans le restitution des corps, on peut en effet comprendre la frustration des familles, des victimes, auxquelles on est en train Israël se libère en fait du moyen des cartes d'échange contre le Hamas. À mon avis, ils se situent sur un autre plan, comme vous le dites. Ils sont sur une certaine tour. Ils se situent sur le principe des principes humanitaires, des principes que Israël doit se comporter envers et contre tout au-dessus un peu de la mêlée. Et c'est la raison, à mon avis, qui a motivé ces jugements. Et voilà quoi. Donc je ne sais pas si je suis moi-même. Moi, je suis un petit peu comme vous, c'est-à-dire moi je considère qu'en effet, c'est vrai qu'on doit se comporter. Israël se comporte de manière humanitaire, mais on doit également ne pas faire fi complètement des conflits et surtout des familles qui ont sacrifié ce qu'il y a de plus grand pour elles, c'est-à-dire leurs propres enfants. Alors, et justement, et là j'aimerais aussi avoir votre avis. Il y a une proposition de loi parce qu'elle s'inscrit justement dans ce bras de fer dont je parlais, une proposition de loi qui vient alors cette fois du foyer juif de Naftali Bennett et d'Ayelet Shaked, la ministre de la Justice, selon laquelle il suffirait d'une majorité absolue de 61 députés pour restaurer une loi qui aurait été invalidée par la Cour suprême. Et dans ce projet de loi, eh bien, on figure une clause qui ne permettrait à la Cour suprême d'invalider une loi votée par la Knesset avec un tribunal qui ne serait pas moins de 9 juges de la Cour suprême et avec une majorité des 2/3. C'est-à-dire, l'idée étant de rendre beaucoup plus rarissime, on va dire, la capacité de la Cour à invalider, à casser des lois de l'échelon législatif.
Qu'est-ce que vous pensez de ce projet de loi? Alors, il faut savoir que, vous rentrez vraiment dans la vraie tension qui existe entre l'exécutif et le judiciaire. Il faut savoir que la démocratie, c'est pas forcément la loi de la majorité. Et on le connaît d'ailleurs dans toutes les démocraties. Il existe des lois qui sont passées légalement à la Knesset, comme en France, il existe des lois qui sont passées par les deux chambres du Parlement, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat, qui sont annulées. En France, c'est le Conseil constitutionnel, en Israël par la Knesset, parce que tout simplement, on l'a bien compris, que la majorité automatique donne des fois des conséquences qui ne sont pas démocratiques. Et la Cour suprême, en fait, est intervenue dans un certain nombre de lois qu'elle considérait, j'allais dire, comme inconstitutionnelles, parce qu'il n'y a pas de constitution en Israël, mais enfin comme étant inconstitutionnelles. Oui. Et ça a beaucoup, évidemment, vexé les propres députés. Ça s'est passé dans le cadre des réfugiés, ça s'est passé dans d'autres sujets, et ça a beaucoup en fait énervé les députés et les ministres surtout de la Beit Yehoudi, c'est-à-dire de la maison juive, le parti de Bennett. Je pense que c'est une proposition dangereuse. Je pense que quand même si on peut beaucoup dire sur la Cour suprême et que des fois on a tendance de dire qu'elle exagère, ça reste quand même, à mon avis, si vous voulez, ce pilier stable de la démocratie israélienne. C'est comme vous le dites, vous l'avez bien dit, ils sont sur une pedestale, mais qui va au-delà des intérêts politiques et qui est là en fait pour nous montrer, comme ce phare qui va nous montrer de loin un peu une direction. Donc moi je crois que quand même essayer et ça c'est valable dans tous les cas, c'est-à-dire que 61 députés, vous savez, on savait bien, on peut toujours c'est toujours une majorité, hein, c'est une majorité simple. Aujourd'hui la majorité est à droite, demain la majorité est à gauche. Je crois qu'il faut quand même rester bien conscient que la démocratie israélienne, démocratie qui est quand même relativement jeune, que les règles de majorité automatique ne donnent pas forcément la démocratie et qu'il faut que Israël garde ses institutions, des institutions stables qui sont en dehors de la Knesset et qui puissent nous montrer le chemin. Vous n'avez pas le sentiment que la Cour suprême parfois va un peu trop loin dans ce genre de décret visant à casser des lois du Parlement et qu'elle-même elle déstabilise en fait cette fameuse séparation des pouvoirs qui est la base de la démocratie? Alors moi c'est pas que je suis d'accord avec toutes les décisions de la Cour suprême, vous l'avez bien compris de cette interview, je ne suis pas d'accord, je ne signe pas sur tout, mais je dis que c'est important de ne pas diminuer ce rôle de gendarme au-dessus du politique, et c'est important de ne pas, j'allais dire, il y a une expression en hébreu qui dit jeter l'eau avec le bébé, donc il ne faut pas, pour une raison ou X ou Y, qui vient énerver tel et tel politicien, remettre en question une institution qui est si capitale, qui est la Cour suprême. Enfin, moi je la connais bien, parce que moi-même j'avais travaillé à la Cour suprême, donc je comprends bien l'importance qu'a cette institution, et malheureusement... Même si elle a changé, parce que ceux qui se souviennent de la Cour suprême à l'époque du juge Shamgar, eh bien, ils savent que c'est plus la même Cour suprême qu'aujourd'hui. C'est vrai, vous avez tout à fait raison. D'ailleurs, vous avez bien cité, parce que moi je travaillais à la Cour suprême du temps où il y avait Meir Shamgar. La Cour suprême avait exprimé un peu plus de retenue. Vous avez tout à fait raison. Il y avait à l'époque un droit de saisine qui n'existe plus aujourd'hui. Vous avez également raison. Mais il y avait quand même, même du temps de avant même Meir Shamgar, il y avait déjà une annulation. Alors je vous donne un exemple. La première loi qui a été annulée par la Cour suprême, il y avait une majorité de députés qui s'étaient dit, bon, nos partis politiques ont les caisses vides. Et on va les remplir. Et on passe une loi pour remplir nos caisses. Vous comprenez, c'est une décision exactement où les politiciens qui sont intéressés évidemment sur le compte des deniers publics, hein, bien entendu, donc qui sont intéressés à remplir les caisses de leur propre parti, décident à une majorité de remplir leur propre caisse. Donc je vous dis, je vais au-delà, si vous voulez, de telle et telle décision. C'est pas que je vous répète, je suis d'accord avec chaque décision, mais je crois que c'est très important de garder, si vous voulez, à côté de la Knesset, une institution de sages, de gens qui puissent remettre également en question des majorités automatiques qui puissent s'y passer. Eh bien, Maître Philippe Koskas, je vous remercie de nous avoir fait partager vos commentaires importants sur ces projets de loi et en particulier donc sur cette loi visant à réinstaurer la peine de mort en Israël et sur ce conflit, ce bras de fer entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif et législatif. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kalita et bonne journée.
Bonne journée, c'est moi qui vous remercie. Shalom, shalom. Shalom. Voilà, il est 8h29 sur Studio Kalita. Nous allons marquer une pause musicale. Comme je vous le disais en ce début d'heure d'actualité, il n'y a pas de chronique Un jour notre histoire d'Eliana Gurfinkel qui est souffrante. On la retrouve, on l'espère bien, demain matin. Et pour l'instant, une page musicale et on se retrouve tout de suite après pour la revue de la presse.